Bonjour à toutes et à tous, des tigres blancs, des chiens de toutes les formes. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette incroyable diversité au sein d'une même espèce? Eh bien, la réponse se cache au plus profond de nos cellules, dans notre ADN, au cœur d'un mécanisme à la fois fascinant et un peu chaotique, les mutations. C'est la source même de toute l'évolution, et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Alors, regardons ces images. D'un côté, on a deux tigres. C'est la même espèce et pourtant l'un a un pelage orange classique, l'autre un pelage blanc. De l'autre côté, les chiens. Du plus petit chihuahua au gigantesque dog allemand, ils descendent tous du loup. Et pourtant, leur apparence a littéralement explosé en des centaines de variétés. Toute cette diversité visible, c'est ce qu'on appelle la variabilité phénotypique. Et ce constat, on peut le faire partout autour de nous. Mais alors, la question scientifique qui se pose est la suivante. Quelle est l'origine biologique de toute cette diversité? Qu'est-ce qui, concrètement, fabrique de la nouveauté dans le monde du vivant? C'est la problématique qui va nous guider. Pour y répondre, on va suivre un plan assez simple. On va d'abord poser les bases du vocabulaire, puis on verra ce qu'est une mutation, d'où elles viennent, ce qu'elles deviennent, et enfin, le point absolument crucial, sont-elles transmises à la descendance? Allez, on y va. Ok, première étape, on se met d'accord sur les termes. Pour pouvoir parler de mutation de manière précise, il faut d'abord être parfaitement au clair sur deux mots que vous connaissez déjà, mais qu'on va redéfinir, un gène et un allèle. C'est vraiment le socle de tout le raisonnement. Commençons par le gène. Le plus simple, c'est d'imaginer que l'ADN est un immense livre de recettes. Eh bien, un gène, c'est une de ces recettes. Par exemple, la recette pour fabriquer la protéine qui détermine la couleur des yeux. C'est donc une portion bien précise de la molécule d'ADN qui contient une information, qui code pour un caractère. Et l'allèle alors? Eh bien, si on garde notre analogie, si le gène est la recette gâteau au chocolat, les allèles, ce sont les différentes variantes de cette recette. Gâteau au chocolat avec pépites, gâteau au chocolat et noix de pécan, etc. Ce sont donc les différentes versions possibles d'un même gène. L'exemple le plus classique, que vous connaissez tous, c'est celui des groupes sanguins. On a un seul gène pour le groupe sanguin, mais il existe en plusieurs versions, en plusieurs allèles, principalement les allèles A, B et O. Et c'est la combinaison des deux allèles que vous héritez de vos parents qui va déterminer si vous êtes de groupe A, B, AB ou O. Et on arrive au point clé, le cœur du sujet. Qu'est-ce qui différencie deux allèles? C'est tout simple, une légère différence dans la séquence d'ADN. Un simple changement de lettre, un nucléotide qui change, dans la recette, peut modifier le résultat final. Et ce changement, cette modification de la séquence d'ADN, c'est ça qu'on appelle une mutation. Bon, maintenant qu'on sait qu'une mutation, c'est ce qui crée de nouveaux allèles, la question logique c'est, mais comment est-ce qu'elles apparaissent, ces mutations? D'où est-ce qu'elles viennent? Alors, il y a deux grandes origines possibles. Soit ce sont des erreurs spontanées, des sortes de petits bugs qui se produisent naturellement à l'intérieur de nos cellules. Soit elles sont provoquées par des facteurs externes, des agressions de l'environnement, qu'on appelle des agents mutagènes. La première cause, ce sont les erreurs de copie. À chaque fois qu'une de vos cellules se divise, elle doit d'abord dupliquer l'intégralité de son ADN. L'enzyme qui fait ce travail, l'ADN polymérase, est une machine incroyable de précision. Mais elle n'est pas parfaite. De temps en temps, elle fait une faute de frappe. Elle se trompe de nucléotide. C'est ça, une mutation spontanée. Heureusement, la cellule possède des systèmes de relecture et de réparation, mais ils ne sont pas infaillibles. On estime qu'en moyenne, une erreur passe à travers les mailles du filet tous les 10 millions de nucléotides copiés. Ça peut sembler très peu, mais rapporté aux 3 milliards de nucléotides de notre génome, ça signifie que des erreurs finissent inévitablement par s'installer. Et voici la deuxième grande cause, les agents mutagènes. Cette expérience avec des levures est très parlante. On expose des colonies de levures à des rayons ultraviolets. Regardez, dans la boîte témoin, à gauche, sans UV, on ne voit quasiment aucune colonie mutante. Mais plus on les expose aux UV, plus on voit apparaître de colonies blanches qui sont des mutantes. C'est la preuve irréfutable que les UV provoquent des mutations dans l'ADN. Donc pour résumer, on a bien deux types de scénarios. À gauche, une erreur interne, spontanée, qui arrive pendant la réplication de l'ADN. À droite, une agression externe par un agent mutagène, comme les UV, qui endommage l'ADN. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. La séquence de l'ADN est modifiée. Un nouvel allèle peut alors apparaître. Mais attention, et c'est un point absolument fondamental. Une fois qu'une mutation est apparue dans une cellule, son destin n'est pas toujours le même. Tout dépend du type de cellule qui a été touchée. Ce schéma résume tout. Une mutation peut survenir dans deux grands types de lignées cellulaires. Soit dans une cellule du corps, qu'on appelle une cellule somatique,
comme une cellule de peau, de foie, de muscle, soit dans une cellule de la lignée germinale, c'est-à-dire une cellule qui donnera les gamètes, les spermatozoïdes ou les ovules. Et vous allez voir que ça change radicalement la suite des événements. Premier cas, la mutation touche une cellule somatique, disons une cellule de la peau. Cette cellule va se diviser et toutes ses descendantes porteront cette mutation. Ça peut par exemple former un grain de beauté, mais ça s'arrête là. La mutation reste confinée à l'individu et elle disparaîtra avec lui. Elle n'est pas héréditaire. Deuxième cas, et là, tout est différent. La mutation touche une cellule de la lignée germinale. Si l'un des gamètes qui en est issu, porteur de la mutation, participe à une fécondation, alors l'individu qui en naîtra portera cette mutation dans absolument toutes les cellules de son corps. La mutation devient alors héréditaire, transmissible de génération en génération. Cette distinction entre mutation somatique et mutation germinale, c'est vraiment la clé de tout. C'est ce qui nous permet de comprendre l'origine des maladies génétiques, mais bien plus largement, c'est le moteur même de l'évolution. Prenons l'exemple de la myopathie de Duchenne. C'est une maladie génétique grave qui touche les muscles. Quand on analyse l'arbre généalogique de cette famille, on voit que la maladie se transmet au fil des générations. C'est la preuve que la mutation à l'origine de la maladie était bien présente dans une cellule germinale d'un des ancêtres. Allez, on fait le bilan pour être sûr que tout est clair. Premièrement, les mutations sont des modifications rares et aléatoires de la séquence d'ADN. Deuxièmement, elles sont la source unique de nouveaux allèles. C'est elles qui créent la nouveauté génétique. Troisièmement, elles sont donc à l'origine de la diversité génétique des populations. Et enfin, le point le plus important, seules les mutations touchant les cellules germinales sont héréditaires et peuvent jouer un rôle dans l'évolution. On peut donc maintenant répondre à notre question du début. Toute la diversité que l'on observe chez les êtres vivants, des tigres blancs aux innombrables variétés de chiens, n'est en fait que le résultat de l'accumulation de ces petites erreurs de copie, de ces mutations aléatoires au fil des millions et des millions d'années d'évolution. Mais tout ça, ça soulève une dernière question, une question passionnante. Si les mutations apparaissent au hasard, comme de simples erreurs, comment se fait-il que les organismes vivants soient si souvent bien adaptés à leur environnement ? Quel est le mécanisme qui vient faire le tri dans toute cette diversité générée au hasard ? Eh bien, ce grand sculpteur du vivant, c'est la sélection naturelle. Mais ça, c'est une toute autre histoire que nous verrons dans un prochain chapitre.